Laurent Roland Tonekes, bonjour. Nori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Chebankou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs TDN TV. Puisque j'ai fini par vous et qu'il y a un titre qui m'intéresse à la une du quotidien Fraternité, alors je reste avec vous. À la une du quotidien Fraternité de ce matin, l'on parle d'annonce de crise, je crois, au parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa, et une interview a été accordée à un monsieur tout à l'heure. On va voir Fraternité qui va s'afficher pour que je puisse mieux. Merci beaucoup à vous, Marcel Yedo, Mariano Toti, secrétaire général adjoint du parti Restaurer la confiance. Nous devons agir dans l'intérêt de notre parti. De quoi s'agit-il et pourquoi parle-t-on de l'intérêt du parti politique à la une du quotidien Fraternité? Oui, Maurice Lagua, il faut dire que la crise s'est déjà installée au sein du parti Restaurer la confiance. La crise est déjà profonde. Beaucoup pensaient que Irénée Agossa du parti RLC est désormais bel et bien de la mouvance présidentielle, même si il a annoncé, il avait demandé... Je ne vous arrête pas. Irénée Agossa est de la mouvance présidentielle sans son parti politique. En fait, c'est ce qui se dit et c'est ce que beaucoup pensent. Et c'est pour corriger le tir qu'un front s'est constitué au sein de ce parti et le front est dirigé par, bel et bien, le secrétaire général adjoint du dit parti, c'est-à-dire M. Toti Mariano, qui a accepté et accordé un entretien exclusif au journal Fraternité. Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas été du tout tendre avec le camp qui demande que Irénée Agossa viole les tests qu'ils se sont eux-mêmes. Viole les tests violemment. Viole les tests violemment, les tests qu'eux-mêmes se sont constitués. En réalité, ça est de quoi? Lui, personnellement, et d'autres aussi ne sont pas contre le fait que Irénée Agossa veut ramener RLC dans la mouvance présidentielle. D'accord. Ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre, mais ils disent quelque chose. Quoi? Ils disent qu'on doit respecter les tests. C'est-à-dire? Les tests disent quoi? Avant toute dissolution de ce parti politique, ils doivent obligatoirement aller à un congrès. D'accord. Que le congrès soit ordinaire ou extraordinaire, le congrès doit avoir lieu. Et c'est à l'occasion que les participants au congrès vont décider de ce que, oui, effectivement, ils iront, non, ils n'iront pas. Évidemment, le constat sur le terrain, c'est quoi? C'est que si éventuellement ce congrès se tenait, la majorité n'est pas pour. La majorité souhaite que RLC demeure un parti de l'opposition. Donc, les gens ne veulent pas que entre griffes Irénée Agossa vende le parti politique à l'Union progressiste, le Renouveau. En conséquence, ils exigent le respect des tests, ils exigent la tenue d'un congrès. Et c'est à l'occasion du congrès que le débat sera fait. Si ils font le débat, ils passent au vote et que la majorité accepte que le parti passe à la mouvance, pourquoi ne pas aller à la mouvance? Et dans cet entretien, est-ce que vous lui avez demandé quelle est la position de Irénée Agossa? Est-ce qu'il est d'accord pour que le congrès soit organisé ou pas? Irénée Agossa, en réalité, n'est pas contre l'organisation du congrès. Mais il y a un groupuscule, un groupe qui est derrière Irénée Agossa, qui a demandé qu'au lieu de courir, de mobiliser les ressources pour l'organisation du dit congrès, que Irénée Agossa prenne seulement un acte, un papier. Pour dire que le parti est désormais un parti de la mouvance. Vous voyez que l'opposition se donne de plus en plus un spectacle. On va prendre l'avis rapidement de... Laurent va parler, mais je pense que, d'ailleurs, j'invite les lecteurs de Fraternité à prendre le temps pour mieux apprécier les suggestions, les propositions, les commentaires et je dirais même les réquisitions du secrétaire général adjoint de ce parti politique qui n'a pas été du tout tendre avec le camp qui veut rouler dans la farine Irénée Agossa. Il estime que Irénée Agossa demeure le président parce que il pense aussi, et il a dit dedans, que si Irénée Agossa
viole les tests, Irénée Agossa sera poursuivi devant les tribunaux. En attendant de revenir pour prendre votre avis, puisque vous nous avez fait le résumé, vous n'avez pas donné, vous, votre appréciation de la situation. Je vais prendre l'appréciation de la situation avec Laurent Roland-Tonnet. Laurent, voilà la situation. Non, mais je riais depuis parce que je me réjouis que les masques tombent. Parce que je l'ai toujours dit, je le dis encore ce matin devant la caméra, RLC a été un parti fait valoir pour l'élection présidentielle de 2021. Je le dis, je pèse bien mes mots. Mariano Tottin qui parle là, est-ce qu'il sait comment est-ce que le parti a été constitué? Qui a financé la création du parti? Qui a financé les mobilisations de Irénée Agossa pour la présidentielle de 2021? Un monsieur qu'on sait déjà pratiquement à terre financièrement. Vous en savez quelque chose? Parce que je sais qu'en 2021, à un moment donné, ils vous ont sollicité pour la communication. Je crois qu'aujourd'hui, on sait qui est qui. Vous parlez de positions qui se ridiculisent. Ce n'est pas l'opposition, Irénée Agossa. Non! Moi, je continue de dire que Irénée Agossa, à un moment donné, a été un parti fait valoir. D'ailleurs, qui est son colistier? Corentin Koroué. Au lendemain des élections, Corentin Koroué est où? Il est où lui-même? Maintenant, les jeunes qui sont, malheureusement, ont été embarqués dans cette affaire de RLC, qui aujourd'hui pensent qu'il faut aller à un congrès, mais ils perdent leur temps. Il ferait mieux d'aller adhérer à d'autres partis, d'autres formations politiques et de faire leur combat plutôt que de perdre leur temps là. Parce qu'Irénée Agossa a un objectif à atteindre. Son problème, ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez là. Son problème, c'est de toujours rester à l'abri d'un certain nombre de situations. Et donc, il a créé son parti. D'ailleurs, écoutez, on a dit la réforme du sympathisant. Quand il faut créer les partis et que c'est les partis qui doivent présenter la candidature, le monsieur n'avait pas un parti régulièrement constitué. Et pourtant, sa candidature avait été acceptée en 2021. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je crois que c'est les masques qui tombent. C'est simple. On n'a même pas le temps à faire ce débat. Moi, je pense que je n'ai même pas le temps. Puisque cette question, je crois que je l'ai vidée depuis. Vous en savez quelque chose? Je dis, et je continue de dire, c'est un parti qui, à un moment donné, a joué un rôle. Et quand ils ont fini de jouer leur rôle, on ne veut plus d'eux, ou bien ils n'ont plus peut-être de ressources, dans une certaine mesure. À un moment donné, le monsieur s'est rendu compte que, écoutez, est-ce que je dois continuer à dire je suis RLC? Et finalement, je ne sais pas. Et si je rentrais dans la mouvance, est-ce que ça ne va pas m'apporter quelque chose? On l'a vu avec le nationalisme dans ce pays, Souboni Yahi. Donc, s'il y a de ces personnes qui s'arrangent à toujours créer quelque chose pour continuer à survivre, plutôt que de disparaître politiquement. Et c'est ce qu'il a fait en 2021. Et là, les masques tombent, on voit qui est qui. Mariano Tottin, s'il est encore un peu sage, il ferait mieux de laisser cette bataille-là et de se rallier à d'autres formations politiques. S'il pense qu'il veut faire de l'opposition, qu'il aille vers d'autres formations politiques d'opposition. Il y a FCB, par exemple, même si FCB aussi ne me convainc pas en l'État, mais il peut rejoindre FCB, par exemple. Qui, parce que malgré tout, Paul Roumpet tient bon et dit qu'avec il peut rejoindre les démocrates, non? Soumane Djemba, non, parce qu'on dira qu'il prêche pour les démocrates. Mais Soumane Djemba et autres ont dit qu'ils n'iront pas dans la mouvance. Donc c'est encore un parti d'opposition debout. Et d'ailleurs, rien n'empêche Mariano Tottin également avec ces éléments d'aller créer leur formation politique. Personne ne les empêche. Donc je crois que c'est un combat perdu d'avance. Le monsieur, vous ne savez pas d'où il est sorti, d'où il a les ressources. On l'a vu dans Démocrate. Il a posé des actes, il a été inscrit. Du jour au lendemain, on le voit. Il crée une formation politique non constituée, il est candidat à une élection présidentielle. Et c'est avec celui-là que vous voulez faire débat. Et perdre votre temps pour dire que oui, qu'il n'a pas resté. Quel test? Non, je pense qu'il faudrait mieux que ces gens écoutent vos conseils. Ils aillent créer leur parti politique et lui laissent son parti politique tranquillement. Oui, Corentin Koroué a rejoint le BR. Corentin Koroué a rejoint le BR. Lui, il dit qu'il va rejoindre UPR. Écoutez, quand Mariano Tottin, il a mis combien dans la constitution du parti RLC? Qu'ils nous disent. Il ne suffit pas de venir prendre la parole dans une presse pour dire quoi que ce soit. Il a mis combien dans la constitution du parti RLC? Peut-être qu'il en a mis. Non, mais je pose la question. Qui me répond? Si nous suit, qui nous répond? Je sais que cette formation qui a été créée de toutes pièces, sans une légalité qui allait aux élections, je sais qu'il y a des non-dits. Et je suis sûr que l'un ou l'autre, dans 5 ans, dans 10 ans, les vérités sortiront un jour. On l'espère. C'est pour dire quoi? Prendre l'avis de laissons carrément ce débat, disons à Mariano Tottin, d'aller continuer son parti. Je voudrais rectifier quelque chose. Adrien Tchomakou, après votre rectification, je voudrais que vous nous parlez de votre appréciation de la situation. Très bien. Ce que je voudrais juste rectifier, c'est que selon la charte des partis politiques, même si vous qui êtes là, si vous remplissez les conditions de base, c'est d'avoir au moins 40 ans et ne pas excéder 70 ans. Si vous ne faites même pas partie d'une formation politique, vous pouvez être candidat à la présidentielle.
en modifiant la loi, les gens nous ont chanté que c'est les partis qui vont présenter les candidats. Non, c'est Est-ce ce qui a été dit. que Irénée Quand vous lisez jusqu'à la fin, oui. Est-ce qu'Irénée Agossa avait construit le parti? Écoutez, quand vous lisez la charte des partis politiques du début jusqu'à la fin, il n'y a pas ce que vous venez de dire là-dedans. C'est ce que les gens racontent. Mais la réalité est tout autre. Donc ça, je voudrais juste rectifier ça. Autrement dit, Irénée Agossa, même s'il ne faisait pas partie d'une formation politique, oui, il peut, même vous qui êtes là, vous avez déjà plus de 40 ans, vous pouvez être candidat pour la... 40 ans. Peut-être que attendez 2026, là, je serai le challenger du parti. Nous fermons cette parenthèse. Ce que je voudrais dire, quelle est votre appréciation de la situation? C'est déjà bien qu'il y ait encore des valeurs, des gens qui sont de l'opposition et qui exigent le respect des textes en République du Bénin, qui exigent à ce que leur formation politique respecte les textes qu'eux-mêmes se sont constitués. Respectons les statuts et règlements intérieurs prônés par l'équipe, le front, qui doit veiller au respect des textes désormais au sein du parti, restaurer la confiance. Je pense que c'est à saluer. Et moi, je félicite ce front qui est constitué, qui dit publiquement que si éventuellement Irénée Agossa écoute ses mauvais conseillers et ose prendre une telle décision, c'est-à-dire dissoudre le parti et faire allégeance publiquement, annoncer que désormais que le parti fait partie de l'Union progressiste, le renouveau, alors que eux autres, c'est-à-dire les membres de cette équipe, vont traduire en justice Irénée Agossa. Je pense que c'est une valeur qu'il faut saluer. C'est des gens que nous devons encourager. Nous devons leur demander à ce qu'ils tiennent bon. Il n'y a pas... Écoutez, tout à l'heure... Ce n'est pas votre rôle de leur demander non, de tenir bon. Ou bien vous êtes membre du parti RLC. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Mais pourquoi vous demandez aux gens de tenir bon? Ce n'est pas votre problème. S'ils tiennent bon ou s'ils ne tiennent pas bon, ce n'est pas votre problème. C'est que nous sommes dans un état de droit et nous devons respecter les tests en vigueur dans notre pays. Donc, on doit tenir bon en respectant les tests. Première des choses. Seconde, c'est quoi? En respectant les tests, oui, mais pas tenir bon en assignant les gens à la justice. Mais oui, lorsque vous respectez les tests et qu'il y a des gens, vous êtes des gens qui veillent au respect des tests et que des gens ne veulent pas respecter les tests, il faut les assigner en justice. Je pense qu'ils ont bien dit, ils ont bien choisi. Bon, mais les masses sont tombées. Oui, une chose est claire. Il y a crise, la crise, elle est profonde. Au parti restaurer la confiance. Il n'y a pas de crise. C'est un théâtre tout simplement. Ça n'a aucun sens. Parce que la crise est déjà là. Les gens se sont retrouvés à un moment donné pas intérêt pour un objectif donné. Ils ont atteint l'objectif en 2021 et c'est fini. Ils ne peuvent plus s'entendre. C'est une crise qui n'a aucun sens. Chacun n'a qu'à prendre son chemin. Le parti a été créé après la présidentielle de 2021. Ils sont allés aux élections. Ils ne sont plus allés à l'élection. Ils voulaient aller à l'élection législative. Mais ça n'a pas marché. Ils sont allés à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. C'est de ça que je parle. Oui. Mais c'était le but. C'était pour aller pour un objectif donné. C'est après l'élection que, comment on le dit, que le parti a tenu son congrès à Boycon. Une chose est claire. Vous leur demandez de tenir bon. Ils n'ont qu'à tenir bon, respecter les tests en vigueur, c'est leur défi. Et je pense quand même que... communication apparemment. Vous dites? Le conseiller en communication. Je pense que l'heure a sonné pour que Irénée Agossa même se remette en cause. Il faut que Irénée Agossa sache qu'il n'est pas question qu'on n'organise pas le congrès et de parler publiquement ou de fond. Aussi, Djogbenou, président du parti RLC, doit savoir, alors avant et après tout, Djogbenou, c'est un haut cadre. Il connaît les textes de la République. Oui. Donc, il est très important que Djogbenou appelle Irénée Agossa, lui impose, il n'a qu'à lui demander, il n'a qu'à lui donner des injonctions, des instructions, afin de faire les choses dans les règles de l'art. De faire les choses dans les règles de l'art. Très bien, c'est compris. Je pense que c'est ça. Et on va rester à la une de Fraternité de ce matin qui donc nous parle de planification des naissances, la solution. Je pense, oui, le journal parle de fréquents SOS de femmes détenues avec leurs bébés dans les hôpitaux. La planification des naissances, la solution.
la solidarité nationale à repenser. Laurent Roland Tonekes. Je crois que dire que la planification des naissances est la solution à cette situation, je crois que ce n'est pas vrai. C'est comme si on apportait de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il faut limiter les naissances en Afrique. Et je crois que c'est deux choses carrément différentes. Je m'explique terre à terre. La question des mères retenues à l'hôpital pour faire d'hôpitaux et autres, c'est une situation qui peut arriver à tout moment, à tout citoyen. Même si vous planifiez vos naissances, même si vous faites le premier enfant, que vous attendez 10 ans avant de faire le deuxième enfant, il peut arriver que vous vous retrouvez à l'hôpital, mais sans moyens. Parce qu'un temps, vous avez eu des difficultés. Quelqu'un dont la femme tombe enceinte et qui peut-être quelques mois après l'accouchement perd son boulot. Et la femme aussi n'a pas d'emploi. Et que finalement, il se retrouve à l'hôpital. Et au lieu de payer 15 000 francs pour faire l'accouchement, il y a des frais à payer, des médicaments achetés, et qu'il se retrouve à 80 000 et qui n'a pas la possibilité de payer. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il n'a pas planifié sa naissance? Non, c'est un faux problème. Je pense que dans une certaine mesure, il faut revoir la cagnotte qui est mise à la disposition des centres de santé pour soutenir ces personnes vulnérables dans un premier temps. Et deuxième chose, j'ai parlé de responsabilité des gens aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a celles-là qui couchent au premier venu, qui tombent enceintes et qui sont abandonnées. Il va falloir que les gens commencent par maîtriser leur libido, savoir à qui écarter les jambes, à qui ne pas écarter les jambes. C'est à ce niveau qu'il y a le problème. Et que les gouvernants aussi, je me réjouis que c'est le ministère des Affaires sociales qui s'est penché sur la question pour que les femmes soient libérées. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une question de planification des naissances. Vous pouvez en tout cas, vous avez beau planifier les naissances, mais vous pouvez vous retrouver dans un moment donné en difficulté financière et incapable de payer les frais de soins. Et donc, ça n'a aucun lien avec la planification des naissances. C'est mon avis. Adrien Choubankou, Ouais, c'est quoi cette affaire de planification de naissance? Je pense quand même que si Laurent Roland Tonekes est d'accord avec moi, c'est à la limite parfois de l'irresponsabilité. Parce que vous savez que votre femme est enceinte et qu'elle doit accoucher. Mais vous devez commencer par justement, vous préparer. c'est pourquoi il parlait de il y a des hommes qui amènent leur femme à l'hôpital et disparaissent. Oui, non, en fait, je suis d'accord. J'ai parlé d'irresponsabilité tout à l'heure, mais en même temps, c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai été témoin d'une situation en 2011 quand mon fils naissait. Le monsieur venait avec la femme à l'hôpital, d'accord, avec sa belle-mère. Chaque fois, on demandait d'acheter des médicaments. Il a acheté à un moment donné, il n'avait plus d'argent. D'accord? Il n'avait personne sur qui se reposer et s'appuyer pour avoir les moyens. Le gars a disparu. C'est de l'irresponsabilité, d'accord, mais à un moment donné, il y a que les gens sont dans une situation où ils n'ont pas les moyens. Parce que l'accouchement, peut-être dans certains milieux, c'est 15 000 francs, ça coûte. Mais si ma part malheur pour vous, on vous envoie quelque part, comme ce centre dont je ne vais pas citer pour le faire une mauvaise publicité, mais c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous allez peut-être dépenser. Moi, j'ai dépensé en moins de 2 jours pratiquement plus de 500 000 francs. Et pourtant, à l'époque, la césarienne était gratuite. Donc, pour vous dire, il y a de ces cas. Donc, ce n'est aucunement lié à la limitation des naissances, mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens sont confrontés à une situation difficile, n'ont pas les moyens. Non, il faut dire que la planification des naissances contribue d'une manière ou d'une autre à la solution. Vous savez... En quoi? Oui, ce sont des exemples qu'il est en train de donner. Vous savez, j'ai été aussi témoin d'un cas. En laissant même naissance comme ceci. L'enfant est né, l'enfant grandit, l'enfant tombe malade. L'enfant est à l'hôpital. Écoutez, hein, l'enfant est à l'hôpital. Qu'on veuille ou pas, dans les hôpitaux, et quels que soient les moyens que l'État mettra, je pense quand même que si vous-même, vous n'avez pas le minimum, excusez-moi, les agents de santé ne pourront absolument rien vous faire. Ils vous feront juste le minimum. Puisque j'ai été témoin d'un cas. Et l'intéressé, c'est 2 enfants. Les 2 enfants étaient sous oxygène. Vous voyez? Mais l'autre avait plus de moyens que l'autre. À l'hôpital, on réclamait de l'argent, puisque vous savez, quand on vous met sous oxygène le lendemain, il y a des prescriptions d'ordonnance, des trucs où il faut payer. On n'attend plus que vous accumulez. Donc, il faut payer pendant cette journée ce qui est passé. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Mais le monsieur, puisque le monsieur a abordé quelqu'un que je connais très bien, et lui, il a des moyens, il a aidé.
Ils ont payé pour la première journée, la deuxième journée, la troisième journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus d'argent. Et les services de santé ont continué. Quatrième journée, cinquième journée, on lui réclame toujours de l'argent. Mais on lui a dit, nous, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire. Va courir et tu reviens. Le monsieur est là, il est là jusqu'au soir, le lendemain, son enfant est mort. Et l'autre qui a plus de moyens, qui est resté sous oxygène, il s'est en sorti. C'est vrai. Après tout, on peut dire que c'est une question de destin. Que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie, mais les moyens contribuent aussi à ce que nous vivons davantage. Si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de faire 8, 9, 10 enfants, faites 3. Tout part de là, c'est une question de moyens. Et ce que je voudrais aussi dire, nous n'allons pas regarder seulement la planification, comment le dire, la planification démographique, la planification de la famille. Il faut aussi mettre l'accent sur la planification économique. Et c'est là que revient le véritable rôle du pouvoir central. Le gouvernement doit se dire, oui, maintenant que ma population est en train d'évoluer en matière de croissance, que la population s'accroît, que les gens font assez d'enfants, il faudrait que je mette assez de moyens dans les hôpitaux, un peu partout, pour être à la hauteur de ce qui attend cette population. Parce que, qu'on veuille ou pas, dans tout pays, même en Europe, on va vous parler de sous-emploi, on va vous parler du chômage, on va vous parler de beaucoup de choses et que les gens n'ont pas les moyens pour vivre considérablement. Donc, une chose est claire, nous devons planifier notre famille. Planification familiale, planification économique. Économique, c'est ça. Et on doit aussi avoir en idée que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je crois que l'exemple qu'il donne pour moi ne tient pas quand il dit que oui, quand vous n'avez pas les moyens, il faut faire 3 enfants. Dans le cas où vous avez un seul enfant et que vous n'avez pas voulu faire beaucoup d'enfants, vous avez un seul enfant et que vous avez toujours les moyens pour subvenir aux besoins de cet enfant et que l'enfant tombe malade, va à l'hôpital et vous êtes en difficulté financière. Ce dont on parle, c'est de comprendre que parfois les gens peuvent avoir des problèmes financiers. C'est de comprendre que les gens peuvent avoir des problèmes économiques et n'auront pas la possibilité de subvenir à leurs besoins. Et dans ce cas, ça appelle plus d'action de la part de l'État. J'ai reconnu qu'au niveau des centres de santé, il y a un fonds qui est disponible. Mais il faut essayer de revoir la cagnotte. Le ministère des Affaires sociales, il y a un fonds national pour la solidarité nationale. Revoir la cagnotte dans une certaine mesure. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir... Quand vous parlez des agents de santé, c'est un secret de polichinelle que de dire que, oui, dans certains centres de santé, les agents de santé, parfois, n'accueillent pas bien les malades. Et parfois, on sait qu'il y a ce fonds peut-être, mais malgré ça, on va martyriser le malade ou bien la femme qui vient d'accoucher. C'est des cas, on les connaît. Moi, j'insiste sur un fait. Ce n'est pas une question... Planification de naissance, d'accord. Je suis d'accord que, oui, en l'état, dans une certaine mesure, il faut encourager les gens, les motiver à planifier les naissances, plutôt que d'avoir un enfant, deux enfants tous les 2 ans, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Mais évitons d'apporter de l'eau au moulin de ces chefs d'État européens qui pensent qu'il faut limiter les naissances en Afrique. Ça n'a aucun sens parce que chez eux, ils n'ont pas assez de superficie. Ils sont surpeuplés là-bas. Ici, au Bénin, par exemple, on est à 12 millions. Bon, c'est vrai qu'on va faire le recensement pour savoir réellement combien nous sommes. Mais nous avons environ 70% de terres arables encore bien non cultivées. Cela suppose qu'en réalité, on n'a même pas occupé la moitié de ce que nous avons comme terre. Et mais là, ces gens-là viennent dire qu'il faut limiter les naissances dans notre pays. Et parfois, nous-mêmes, nous prenons ça, nous vulgarisons ça. C'est des bêtises. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, je pense sincèrement qu'il faut revoir le système, voir, parce que la personne qui a un travail bien payé aujourd'hui peut, du jour au lendemain, perdre son emploi. Pendant que sa femme est enceinte, ou pendant que son enfant est malade, il se retrouve dans un centre de santé. On lui prescrit des ordonnances, il est incapable d'acheter. Mais il faut qu'on voit dans cette cagnotte-là pour régler ce problème. C'est tout simple. Monsieur Moril, vous savez, aujourd'hui, quand nous prenons les statistiques, c'est vrai, il y a les statistiques qui sont toujours en cours, mais en l'état, les statistiques qui sont là, il y a plus de femmes que d'hommes. Et pour satisfaire toutes les femmes, il faut normalement qu'un homme épouse 7 femmes et demie. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si chacune de ces femmes doit faire
Je ne veux pas assez d'enfants. Aucune statistique ne dit qu'un écoutez, homme ne peut prendre 7 femmes. On parle de femmes de 52-53%. L'homme, attends, 47%. Dans ces conditions, comment est-ce qu'un homme peut prendre 7 femmes et demie? Est-ce que ce que je dis là ne regarde pas les statistiques? Aucune statistique dit ça. Une chose est Ça, claire. c'est des boucs c'est- émissaires que vous cherchez En fait, pour épouser beaucoup de femmes à dire que Vous vous référez à ce que... Non, il se réfère à ce qui est dit dans la Bible pour dire qu'il arrivera un temps où... Il est dit dans la Bible qu'il arrivera un temps où les femmes viendront vers les hommes pour dire je veux juste porter ton nom et te faire un enfant. Et dans une certaine mesure, et c'est en référence aussi à l'histoire de cette dame-là qui a eu plusieurs maris. Donc je crois que ça n'a aucun sens par rapport à la réalité que nous vivons actuellement encore. Ce que moi je dis, est-ce que même si un homme doit avoir 2 femmes aujourd'hui, N'encouragez pas la polygamie. non, écoutez, toute femme doit concevoir normalement. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Elles toutes ne sont pas prêtes pour se marier. Évitez ça. Toutes les femmes ne sont pas prêtes pour se marier. On connaît. Celle qui veut se marier trouvera un mari. C'est nos commentaires. Non, Merci à vous. Il y a des commentaires. Adé Jumakou. Je pense quand même Merci. que Il reste de quel nous allons sujet, faire des enfants, de mais quel sujet on nous n'a allons pas modérer. parlé. Peut-être je vous accorde 2 minutes pour qu'on aille rapidement Nous installons à la une du quotidien. Pardon. matin libre. À la une du quotidien Matin Libre où on parle de mécontentement des CCC, des CCA qui se résignent alors que dimanche dernier ils ont organisé une assemblée ou une réunion pour donc faire le point de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je crois que dans l'article que j'ai lu, ils ont félicité le chef de l'État pour la gouvernance et ils ont condamné des points qu'il faut améliorer et tout. Mais pourquoi on dit qu'il se résigne, Laurent Roland-Tonniquez? Ah non, je crois que de l'histoire des CCC et CCA, il faut peut-être préciser à ceux qui ne savent que c'est des cellules qui avaient été créées dans la perspective de la présidentielle 2026. D'accord. Et c'est eux qui ont créé les coordinations au niveau de chaque commune. Il y a CCA, je crois que d'arrondissement, CCC de communal, au niveau de communes. Et c'est eux qui ont travaillé pour que, en tout cas c'est ce qu'ils disent, qui ont travaillé pour que Patrice Talon soit élu. Et moi j'ai toujours dit que ce n'est pas eux qui ont travaillé pour que Patrice Talon soit élu. Le sursaut patriotique, populaire. C'est-à-dire que les Béninois à un moment donné, à l'unanimité, ont voulu voter pour un candidat et le candidat a été voté. Parce que ceux qui sont CCA là, combien parmi eux étaient populaires politiquement? C'est que les gens ont voulu suivre un homme, ont suivi. Et donc, ça les a profité parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se vanter de ce que, oui, ils ont créé CCA et que c'est en leur temps que Patrice a été élu président. Mais là où il peut y avoir mécontentement, oui, aujourd'hui, c'est qu'on constate que c'est une minorité autour de Patrice Talon qui, malheureusement, gouverne avec Patrice Talon. Et Patrice Talon reste fidèle avec cette équipe-là. La preuve, c'est son gouvernement, par exemple, qui n'a pas pour autant changé depuis 2016. Mais il y a parmi les CCA et CCC des gens qui pensent qu'ils peuvent jouer ce rôle-là. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent être directeurs de société. Il y en a qui pensent qu'on devait les positionner. C'est vrai qu'il y en a parmi eux qui ont été positionnés en 2019. Je prends l'exemple de Epiphan Renfort, le député de la 6e. Il y en a, par exemple, l'actuel maire de la commune d'Abou-Clavi qui fait partie des CCC et CCA de 2016 qui ont travaillé pour Patrice. Il y en a parmi eux qui ont été positionnés. Et quand vous prenez l'équipe de Oswald Omeki dans son ministère, la grande partie, c'est ces personnes-là. Mais il y en a qui sont encore sur le carreau aujourd'hui, qui pensent qu'en réalité, parce que quand vous prenez l'équipe de Oswald Omeki depuis 2016, ça n'a pas aussi changé pour autant. Les mêmes directeurs sont là. Mais d'autres personnes qui travaillent, jeunes qui travaillent avec eux sont là et attendent que peut-être que... Bon, attendent leur tour. Attendent leur tour. Donc, ça crée une situation de frustration, de mécontentement, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le dire haut et fort parce qu'à un moment donné, bon, il y en a pas mieux qui sont contentés en coulisses, pas d'autres choses, mais ils continuent d'espérer et ça crée des mécontentements. Je crois que... Tout le monde ne peut pas être directeur de société, tout le monde ne peut pas être ministre. Non, c'est que les gens estiment que nous avons été habitués malheureusement au système. Mamadou, il y a une prospérité partagée de Patrick et de Boniaï qui nommait le ministre peut-être pas 6 mois après ou 1 an après, 2 ans après. Mais celui-ci, c'est peut-être déjà pratiquement 10 ans qu'il va faire. Non, c'est la compétence, celui-là. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ce n'est pas le système Mamadou, c'est la compétence. Il faut en avoir dans la tête. Au-delà de la compétence, dans le ventre. Au-delà de la compétence, il faut la fidélité. C'est-à-dire que quand vous regardez le schéma, le système Patrice Talon aujourd'hui, il y a ceux-là qui étaient des noyaux durs, qui étaient autour de lui depuis qu'il était en difficulté. Et à ceux-là sont venus s'ajouter d'autres personnes qui, regardant
le sursaut populaire, en tout cas la mobilisation populaire, on dit c'est celui-là qui peut être président. Il vaut mieux pencher de ce côté. Ceux-là sont arrivés. Donc, lui aussi n'est pas un novice en politique. Il sait qui est qui. Et à un moment donné, peut-être pour des gens ont été payés pour leur service, même s'il n'a pas dépensé comme les autres candidats, bien évidemment. Mais il y a que, oui, il connaît ceux qui étaient les plus durs, l'honneur dur qui avait été de son côté, à ses côtés, quand il était en difficulté. Et donc, quand vous regardez dans tout ce que vous voyez, c'est soit des gens qui l'ont soutenu quand il était en difficulté, ou soit des gens qui avaient travaillé avec lui par le passé. Et ces personnes-là, ils se sentent beaucoup plus à l'aise avec ces personnes. Même si ces personnes sont compétentes, c'est qu'il y a la fidélité dans l'amitié à un moment donné qui prime. Donc, il y a ceux-là qui sont venus s'ajouter, se greffer à l'équipe et qui aujourd'hui, certains parmi eux ont eu la chance de tirer leur épingle du jeu, mais il y en a qui sont encore là à estimer que oui, ils devaient être députés depuis que c'est parce qu'ils devaient être DG depuis. Il y en a même qui chaque mois, il y en a qui chaque mois réactualisent leur CV en attendant le grand jour quand les appelle un jour en conseil des ministres. Ils se résillent par rapport à quoi? C'est vous qui les écoutez. Ils ont quel poids politique? Tout pas de là d'abord, ils ont quel poids politique? On a vu des gens qui ont été recasés, mais par la suite, le Parti Salon les a lâchés. C'est parce qu'il a compris que ceux-là n'ont aucun poids politique. Ils n'ont qu'à aller labourer la terre. Il y a tellement de terre au nord, à Dassa. Ils n'ont qu'à aller faire l'élevage. Tout le monde veut être directeur. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut un poste. Tout le monde veut participer. Ils ont appris à faire quoi? Tout pas de là. Non, mon frère. Et il y a d'autres qui participent et qui détournent. Ils n'ont qu'à aller exercer ce qu'ils ont. Écoutez, ils participent et ils détournent. Toi, tu es journaliste, non? Tu es ici, tu parles, non? C'est parce que moi, je suis journaliste que vous m'invitez. Par un moment, je viens aussi parler. Alors, donc ils n'ont qu'à aller exercer ce qu'ils ont appris. Bon, il vaut mieux qu'ils soient journalistes, on va les inviter ici. Ils n'ont qu'à venir parler ici, s'ils sont journalistes. C'est vous qui les regardez. On dit qu'ils sont mécontents, ils sont mécontents de quoi? Que Patrice Talon leur donne sa fortune, ou bien Patrice Talon va leur faire quoi? Il faut les nommer avant 2026. Ayez pitié, donnez-nous un peu. Est-ce que vous qui êtes là, vous pensez qu'il y a des gens dedans à qui on peut faire confiance? Mais écoutez, on a fait confiance à Epiphan Ronfort, il a été député. Est-ce qu'il est député maintenant? Même député, il n'a pas été utile pour la population. C'est en cela que je vois quelque chose. Regardez. Hier ou avant-hier, j'ai lu, on dit que des gens ont démissionné du parti FCBE. Quel parti FCBE les gens ont démissionné? Dans la 6e circonscription électorale. Ceux-là qui se disent démissionnaires ont quel poids politique? Tout pas de là. Les gens n'ont aucun poids politique. On démissionne. Ils démissionnent, on ne sait même pas si quelque chose a quitté le parti. Madame, monsieur, c'est fini. C'est fini pour les analyses. Est-ce que le parti même existe? Moi, si je démissionne, c'est un parti fait valoir. Si je démissionne d'un parti, le parti ne va pas bouger. Dans un état de droit comme le Bénin, Paul Rompin, président du parti FCBE, doit rester en justice. Et le président du parti FCBE, merci. FCBE, parti fait valoir. Merci. Doit rester en justice. Merci pour vos analyses et vos commentaires. Apparemment, ce matin, vous allez me faire de la place. S'il vous plaît, c'est fini. Je pense quand même que c'est très Marseille important. la capsule Constitution.